Pour clôturer la première journée des rencontres du e-tourisme, le sujet de cette fin de journée, le micro-learning comme outil de connaissance des destinations. Alors c'est un peu le sujet qui va au-delà d'une mission, d'un projet. Parfois c'est un petit peu le Graal que tout le monde recherche. Comment, au niveau des accueillants du territoire, qu'ils soient habitants, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient salariés d'office de tourisme ou de prestataires, comment faire en sorte qu'ils soient plus compétents, qu'ils soient vecteurs de connaissances auprès des visiteurs du territoire, ou même comment ces mêmes personnes peuvent être amenées à consommer eux-mêmes le territoire. Donc, à mes côtés, pour cet atelier, on a donc Amélie de Ronzeret, donc de la société Artips, qui vient aussi en porte-parole du CRT Bourgogne-Franche-Comté et qui va donc présenter le projet qu'ils ont fait sur ce territoire. Donc, bonsoir Amélie. Et on a Jean-Patrick Mancini de la Frozzi PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui viendra présenter le projet qu'ils ont mis en place à très court terme, du coup, parce que c'est pour février, sur un travail notamment avec les prestataires. Bonsoir. Pour se mettre raccord un petit peu sur ce qui nous attend sur cet atelier, on a en gros 4 temps ensemble. Le premier temps, c'est de se mettre d'accord un petit peu déjà sur la terminologie de l'atelier. Qu'est-ce que nos intervenants pensent de la notion de micro-learning, qu'est-ce qu'ils entendent derrière connaissance des territoires. Donc comme ça, on aura à peu près tous la même base. J'ai eu notamment des personnes rencontrées tout à l'heure. Ah bon, tu animes l'atelier sur micro-learning, mais de quoi on cause? Donc, preuve que ça vaut le coup qu'on évoque un petit peu le sujet en introduction. Le deuxième temps, ce sera justement le micro-learning pensé pour les habitants. Et donc, ce sera Amélie dans son projet qui l'évoquera. Le deuxième temps, ce sera Jean-Patrick qui montrera le micro-learning pensé pour les professionnels du tourisme. Et j'aurai l'occasion de partager avec vous sur le quatrième temps, le micro-learning pensé comme un outil d'animation au service des offices de tourisme pour animer son réseau de prestataires là aussi. Et donc tout ça va être jalonné par des temps de questions-réponses. Ça vaut le coup parce qu'on n'est pas très nombreux. Donc bonjour aux 3-4 personnes qui sont en haut. Donc je viendrai auprès de vous et on coupera à chaque fin d'intervention, prendre le temps de 2-3 minutes pour des questions complémentaires. Vraiment l'objectif du coup, c'est pour vous avoir des retours d'expérience de 3 niveaux différents, de 3 approches différentes et que chacun puisse repartir un petit peu avec des idées et se questionner sur les formats, les contenus, la dynamique, le budget qu'il peut y avoir derrière ces sujets de transfert de la connaissance du territoire, notamment par le micro-learning. Pour démarrer, petite question du coup poser à Jean-Patrick et Amélie. On va commencer avec toi Amélie, te présenter d'abord et puis évoquer pour toi qu'est-ce que c'est le micro-learning en quelques mots et qu'est-ce qu'on entend par connaissance du coup des territoires. Bonjour, oui, je suis Amélie de Ronzeret, je fais partie d'Artips, qui est une start-up, maintenant presque plus une start-up puisqu'on a 5 ans, et qui a d'abord, en effet, lancé une newsletter qui arrive 3 fois par semaine dans la boîte mail de nos abonnés, qui sont 600 000 maintenant, et qui, il y a 2 ans, s'est mis au micro-learning. Donc le micro-learning pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est granulariser au maximum l'apprentissage à distance. Voilà, c'est faire du e-learning, mais le découper pour qu'il soit suffisamment digeste et qu'il s'insère dans le quotidien des apprenants, quels qu'ils soient pros, qu'ils soient habitants, qu'ils soient touristes même. Mais l'idée, c'est de granulariser le savoir. Et ça, on l'avait déjà fait dans nos newsletters, puisque nos newsletters sont très courtes, elles se lisent en 2 minutes, et c'est aussi pour ça qu'elles ont eu du succès, c'est parce qu'elles étaient adaptées aux nouveaux usages, elles étaient lisibles sur mobile, rapidement, dans des temps morts de la journée, et on a essayé d'appliquer cette même méthodologie à l'apprentissage. Donc ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Et pour nous, la connaissance des territoires, forcément, vu qu'on est aussi spécialiste du storytelling, l'idée, c'est renforcer la capacité de récit des gens qui peuvent suivre un micro-learning, justement. Leur connaissance du territoire, c'est leur aptitude à savoir le raconter. Voilà. Ok, merci. Jean-Patrick, même question. Bonsoir à tous.
Donc Jean-Patrick Mancini, je suis nouveau directeur de la Fédération régionale des offices de tourisme de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un peu long, je vous prie de m'en excuser. Avant ça, j'étais donc responsable ingénierie et développement dans cette même fédération. Pour vous en dire un petit mot, sans être trop long, une fédération qui est un petit peu particulière dans le paysage français, puisque très peu subventionnée, à peine 16% du budget. Donc on est dans un vrai format de production d'ingénierie et production d'outils de transmission de cette ingénierie à travers la formation et le conseil essentiellement. Donc on phosphore le plus possible pour être au plus près des attentes de notre réseau et pouvoir leur apporter des solutions. Donc ça, c'était pour la courte introduction. Une vision du micro-learning, c'est pour moi un petit peu le pendant de ce qu'on voit côté marketing en termes de promotion et de séduction des destinations, mais dans un objectif qui est un petit peu différent. Vous connaissez tous, toutes et tous, certainement l'importance aujourd'hui ce qu'on appelle des micro-moments dans le cadre des stratégies de contenu. Donc c'est voilà, une manière de s'approprier aussi ces nouvelles tendances et ces nouvelles méthodes de transmission finalement, effectivement dans des formats qui sont aujourd'hui plus adaptés. Il ne faut pas se leurrer, ce qu'on voit sur les stratégies de contenu, en fait, la justification est essentiellement sociologique et technologique. Donc, a priori, pourquoi la promotion touristique serait impactée par ces tendances socio et techno et pas en fait l'accompagnement des communautés, qu'elles soient professionnelles ou d'habitants. Donc, on a fouillé ce vecteur-là. Et puis, la connaissance des territoires, vous allez voir un petit peu avec ce que je vais vous raconter après. Nous, on a un enjeu en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais qui est celui globalement du tourisme institutionnel, c'est d'arriver enfin à casser ces frontières administratives qui sont un peu pesantes et qui s'apparentent un peu à des carcans parfois pour nous professionnels du tourisme que nous sommes. Et donc la connaissance des territoires, on redescend vraiment sur l'essence. Vous allez voir dans la présentation, quand on parle de Provence, il n'y a pas un département, il n'y a pas une Comcom, il n'y a pas une région qui s'appelle comme ça. Donc voilà, revenir un petit peu à l'essence de ce qui fait aussi nos métiers. Voilà, ce serait peut-être ça pour moi aussi, la connaissance des territoires. Ben, merci. On vous donne rendez-vous du coup demain, 9h, pour... Non, je déconne. C'est voir qui suit. Jean-Patrick, je te donne la zapette. Je te laisse poursuivre du coup ce que tu as commencé à évoquer. Je vous remercie pour l'attention. Alors, vous allez voir, c'est une présentation un petit peu particulière, mais en ayant travaillé tous les trois ensemble, on s'est rendu compte que c'était assez complémentaire, parce que je vais vous présenter un projet qui n'est pas encore abouti. Mais du coup, vous allez voir comment, en amont, et face à certaines problématiques qui se posent là pour une fédération régionale d'office de tourisme, vous allez voir que d'autres partenaires sont bien impliqués. La réponse de micro-learning est venue un petit peu d'elle-même et peut-être qu'on ne l'attendait pas forcément sur ce sujet-là. Donc je ne pourrais pas vous montrer le rendu, mais l'essentiel du projet et les contours du cahier des charges, de manière à ce que de retour dans vos destinations, s'il n'y a pas encore un projet préexistant, peut-être que micro-learning pourrait être une réponse que vous apporterez dans le cadre de cette conduite-là. Donc effectivement, je vous le disais, Provence-Alpes-Côte d'Azur fait sa révolution. On a été un petit peu aidé là-dessus par le nouveau plan de croissance de l'économie touristique, ce qu'on a l'habitude d'appeler des schémas régionaux de développement touristique. La sémantique tout de même est importante. La preuve, c'est que c'est un programme qui prévoit des volets opérationnels et financiers, effectivement, dont on n'avait pas l'habitude jusque-là et qui fait sincèrement du bien. Donc le principe, c'est quoi? C'est qu'on explose les frontières, on imagine de nouvelles gouvernances dédiées, on mutualise les ressources humaines, financières, marketing, etc. Et si on fait ça, et seulement si on fait ça, alors l'institution régionale soutient financièrement et techniquement à travers son programme et à travers donc son nouveau schéma de développement touristique. Donc ça, c'était le point de départ. Donc vous voyez, les élections régionales commencent à dater d'il y a un tout petit peu, et du coup, les choses ont avancé. La Méditerranée. Alors je vous laisse regarder 30 secondes, on ne regardera pas toute la vidéo après. Une terre où l'on joue, où l'on rit, où l'on danse. C'est ici.
c'est dans le sud. C'est ici que je suis né, sur le toit du monde, dans ce paysage d'exception. Derrière chaque médaille d'or, il y a les Alpes pour écrin. C'est ici, c'est dans le sud. Atypique et cinglante, méditerranéenne et créative, ma cuisine se nourrit du contraste entre exotisme et tradition. Cette étoile, c'est le sud. Plonger en apnée, c'est respecter les fonds marins, c'est jouir de la liberté qu'offre la mer. Voilà, vous regarderez la vidéo en ligne si vous le souhaitez. Je vais raccourcir un petit peu mon propos pour laisser la place ensuite. Ça peut paraître étonnant, mais Provence-Alpes-Côte d'Azur, en fait, porte 3 marques à notoriété internationale et ne disposait pas de gouvernance de ces marques. Elles n'étaient pas structurées, elles n'étaient pas marketées et donc elles n'étaient pas pilotées. Donc les premiers travaux des institutions régionales depuis la nouvelle gouvernance, ça a été effectivement de créer ces 3 nouvelles marques. Donc Provence, avec une baseline Enjoyed and Inspected, Pure Alpes, donc qui correspond à la partie Alpes du Sud du massif qu'on a en région PACA, et Côte d'Azur France. Et en fait, la particularité, vous le voyez assez vite avec la petite image qu'il y a à côté, c'est que, vous vous en doutez, aucune de ces 3 marques ne correspond à un territoire administratif. Certaines institutions portaient de manière privilégiée une de ces marques-là, le CRT Côte d'Azur France, donc maintenant qui s'est adossé au nom de la marque, l'ancien CRT Riviera, pour les plus anciens, portait effectivement la marque Côte d'Azur, mais vous voyez qu'elle dépasse tout de même ce périmètre départemental, de même pour Provence et de même pour Alpes. Donc ça a été un des premiers jobs que nous avons eu à mené par le CRT, donc une stratégie régionale autour de ces 3 marques au monde, mais aussi une stratégie autour des marques infrarégionales qui ont une notoriété au moins nationale. Je vous en ai mis quelques-unes ici, on a la chance d'en avoir d'autres: Luberon, Verdon, Ventoux, Camargue, Mercantour, Serpenson, Les Écrins. Et de la même manière, on était sur un programme en fait où les aides financières et techniques étaient contraintes par un certain nombre de freins à faire sauter. Et donc sur un principe d'appel à manifestation d'intérêt, ce qu'on appelle des amis dans nos jargons institutionnels. Et en fait, ça a fait ressortir quoi forcément des besoins forts en appropriation et en déploiement, d'abord auprès des professionnels du tourisme, pour avoir une force qui soit décuplée et en fait travailler en cercle concentrique, d'abord autour des professionnels qui doivent le plus rapidement possible s'approprier ce discours, ces éléments de langage, les valeurs de marque et tous ces outils marketing, de manière à pouvoir ensuite irradier effectivement sur les habitants et des professionnels hors tourisme. Première problématique, donc, c'est comment arriver à faire vivre cette nouvelle stratégie de marque régionale et infrarégionale avec une notoriété qui doit très rapidement dépasser les frontières nationales. Autre enjeu, le prochain rendez-vous en France, donc le salon organisé par Atout France, aura lieu à Marseille les 19 et 20 mars 2019. Je vous ai remis quelques éléments sur cet événement-là. Donc on est sur 2 journées de workshop, à peu près 750 sociétés françaises exposantes, 900 prescripteurs internationaux, 70 pays, presque 25 000 rendez-vous d'affaires, en tout cas c'était le chiffre de 2017, 350 prescripteurs internationaux, bref, un immanquable pour une destination touristique comme la nôtre, pour notre région. Donc un besoin de mettre tout le monde en musique à l'occasion de cet événement, notamment pour les pré-tours, etc. Et une autre petite chose qui vient se rajouter à tout ça, alors là on est plutôt sur un effet d'aubaine, c'est une expérience qu'on a développée en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors vous connaissez peut-être ça à travers le MOOC Accueil France. Peut-être que ça doit vous parler. Donc c'est poussé par Atout France, avec un partenaire technique qui s'appelle Tourisme Academy, qui produit aussi les contenus de formation. Et PACA a eu la chance de pouvoir lancer ce dispositif dans un format un petit peu différent que celui d'Atout France, qui se concentre aujourd'hui sur la connaissance des clientèles étrangères, en menant des travaux avec ses bureaux à l'international.
Et nous, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on avait développé des contenus qui allaient un petit peu au-delà de ça, notamment sur le tourisme digital, où on avait 3 experts qui manipulaient un petit peu les mêmes formats, mais sur des thématiques, vous aurez compris, qui sont centrées sur l'e-tourisme. Je le précise au passage, on était sur la même logique qu'Atout France, c'est-à-dire multipublic. Ce n'était pas un outil purement institutionnel. Vous voyez d'ailleurs un des intervenants au milieu, Thomas Young, qui est lui très spécialisé dans l'e-commerce de l'hébergement. Donc voilà, on était vraiment multipublic. Pareil sur la clientèle, les clientèles internationales. Donc là, c'est ce que vous connaissez à travers le MOOC Accueil France. Et puis on avait développé quelque chose autour de l'excellence de service également. Et puis là, on bénéficiait un petit peu de la production qui est faite au niveau national, notamment sur la clientèle internationale au restaurant. Et donc en fait, c'est un projet qu'on a lancé en 2014. On a lancé la plateforme mi-2015. Alors ça peut paraître un petit peu étonnant, mais on avait lancé tout ça effectivement avant qu'Atout France ne se saisisse de la plateforme, de l'outil et de toute la dynamique qu'ils ont mis en place ensuite au niveau des professionnels du tourisme. On en est à notre 3e saison. On a un taux de pénétration qui est assez important sur le réseau des offices de tourisme. Pour des raisons institutionnelles que vous connaissez certainement sur vos territoires, la fédération régionale n'a pas pu prendre la casquette d'animation des socioprofessionnels parce qu'il fallait aussi ménager les acteurs qui étaient présents en région. On a eu des résultats sur le réseau des offices de tourisme qu'on aurait bien aimé atteindre sur le réseau des socioprofessionnels. On y est pour différentes raisons, pas encore arrivé, mais tout de même on souhaite encore capitaliser sur cette dynamique et sur cet outil. Et donc en fait, quand on fait un petit peu d'arithmétique, un fort besoin de déploiement des nouvelles stratégies marketing touristique, une opportunité immanquable de promotion des destinations, une expérience de 3 ans dans des dispositifs de formation massive et à distance. Et donc c'est apparu un petit peu comme vous le voyez sur l'écran, c'est-à-dire un résultat d'équation. C'est presque tombé sous le sens d'utiliser l'outil donc de micro-learning pour atteindre ces objectifs-là. Donc l'objectif, mais vous allez voir à travers plutôt l'intervention de mes collègues comment se matérialise le micro-learning. Moi, ce que je voulais vous montrer à travers mon intervention, c'est qu'on peut manipuler dans des cadres et dans des objectifs différents d'animation, qu'elles soient de prise en compte des éléments marketing, de stratégie territoriale, sur un format événementiel de promotion touristique, bref, que c'est un outil qui est à notre portée, qui ne sont pas des révolutions à mener en interne dans nos organisations ou dans nos structurations partenariales pour pouvoir arriver à monter ce genre de projet. Et vous allez voir à travers les 2 illustrations qui vont suivre mon propos qu'en plus, les formats forcément servent les objectifs puisque, comme vous le faites vous dans le cadre de vos promotions touristiques, le format permet d'avoir en général des réussites et des taux de pénétration sur nos différents réseaux qui sont parfois plus importants. Et donc, c'était pour nous l'objectif de basculer sur ce type de format pour atteindre ces objectifs-là. Donc, un objectif de monter en compétence sur la logique marketing des 3 marques mondes. Pour éviter une trop longue sémantique, c'est celle qu'on a officialisée en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le pourquoi d'une telle stratégie, le comment, c'est-à-dire comment on a structuré tout ça, quels sont les acteurs et l'organisation mise en place. Je vous rappelle qu'il s'agit de former un réseau professionnel dense en Provence-Alpes-Côte d'Azur et de lui permettre de saisir le plus rapidement possible de ses stratégies et outils marketing. La valorisation des valeurs des marques en lien avec les offres. Alors là, on aura 3 cursus différents correspondant aux 3 marques. Certains auront accès à l'ensemble, d'autres, juste pour ne pas alourdir le dispositif, auront le cœur de la connaissance du territoire de marque auquel ils appartiennent. Des données d'observatoire sur le champ des 3 marques, puisque vous imaginez qu'en montant une telle stratégie, l'ensemble des outils derrière doivent s'adapter. Et donc les dispositifs d'observation aussi ont changé de périmètre, ont changé de méthodologie pour pouvoir nous permettre de suivre et de quantifier la réussite ou non des objectifs marketing qu'on s'est fixés tous ensemble. Des modalités d'adhésion, des outils et centres de ressources. Comme je vous disais, au-delà de la stratégie, évidemment, on a outillé ces stratégies marketing pour qu'elles soient le plus rapidement déployées. Et tout simplement, ensuite, vous êtes désormais adhérent. Comment vous pouvez déployer la marque dans un cadre de co-branding, éventuellement avec une marque infrarégionale, mais aussi avec une identité de marque
vous avez développé à grand effort pour exister dans le paysage touristique régional. Les outils et stratégies de diffusion sur les territoires et les entreprises, justement, pour qu'on ne soit pas obligé, après, de déployer des efforts d'animation trop importants sur les territoires. On voudrait plutôt apporter de la valeur ajoutée pour des personnes voilà, qui sont déjà saisies de l'essentiel de la démarche et qui veulent aller un petit peu plus loin. Et là, effectivement, les réseaux institutionnels remettront toutes leurs ressources à disposition. L'objectif pour nous, là, vraiment, c'est d'atteindre des objectifs dans un temps court sur un territoire qui est assez hétérogène, on va dire, en termes de densité de professionnels touristiques. Donc, les institutionnels, notamment départementaux, n'ont pas les mêmes moyens sur l'ensemble du territoire régional. Et vous voyez, je vous ai mis un court calendrier, mais c'est un projet aussi, ce genre de projet qu'on peut mener dans un temps qui est assez court. Donc, vous voyez, je vous ai remis un petit peu d'historique sur la structuration stratégique marketing. Elle a été démarrée évidemment bien avant, mais par contre, on a eu Rendez-vous en France qui a été annoncé seulement en mars dernier. On a validé le projet en juin, la structure partenariale, juste un petit peu avant l'été, et l'objectif, c'est de lancer tout ça au mois de janvier. Donc là, on en est à l'étape, en fait, où le cahier des charges est écrit. Tout ce que je viens de vous raconter fait l'objet d'un document qui nous permettra d'aller trouver le meilleur prestataire, la meilleure agence, le meilleur partenaire. On espère rentrer plutôt dans cette logique-là, puisqu'il s'agira de donner une continuité ensuite à ce programme-là, une fois que les premiers objectifs auront été atteints. Et donc, vous voyez, on est sur un temps assez court, et finalement, ce genre de format s'y prête. Donc, voilà, pour répondre à la première question de JB, et puis boucler la boucle, micro-learning, peut-être qu'une autre définition que je pourrais vous donner, c'est des petits pas pour de grands objectifs. Et je pense que les deux autres présentations qui vous attendent vont largement illustrer ces propos. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Patrick. On se prend 1 ou 2 minutes pour 1 ou 2 questions sur cette première présentation qui avait pour objectif de montrer un exemple de contexte, parce que je pense que dans la salle on a autant de territoires que de contextes, et où là on voit qu'il y a un processus avec un contexte de marque bien défini, où les professionnels adhèrent, avec aussi un contexte d'événement, un événement clé qui s'avère être professionnel, qui donne un point d'arrivée. Et souvent dans nos projets on manque de points d'arrivée. Là, maintenant, vous êtes en ordre de marche, en quelque sorte, pour se dire qu'il faut être opérationnel à l'occasion de ces rendez-vous et bossons sur les contenus et le format que ça peut avoir. Quelqu'un a une question à poser à Jean-Patrick ou on poursuit ? On poursuit. On poursuit du coup, j'évoquais donc les objectifs qui étaient abordés là, les contextes, la cible qui est bien définie, et donc on en arrive aussi à quelle forme ça peut prendre, et on va s'appuyer sur le témoignage et la présentation d'Amélie, qui justement va nous présenter sur un autre contexte, notamment avec le CRT Bourgogne-Franche-Comté, comment, avec une autre cible aussi, on peut avoir là, dans le dur, quel contenu, quel format, quel rythme on donne à ces micro-moments de micro-learning. Bonsoir. Alors, donc on en a parlé, j'imagine, beaucoup dans la matinée. Vous l'avez entendu, évidemment, nous, le contexte en Bourgogne-Franche-Comté, quand on a commencé à réfléchir ensemble à ce micro-learning de territoire, c'était la fusion de la région et la fusion de 2 entités. Donc l'idée, c'était de trouver des sujets transverses et des sujets communs aussi, qui pouvaient concerner la Bourgogne et la Franche-Comté. Donc les ambitions numériques de la région, avec sa volonté ferme de digitaliser certaines actions qui étaient avant en street marketing auprès des habitants ou même en formation présentielle auprès des pros. Et puis, évidemment, le schéma régional de développement touristique qui désignait l'habitant comme nouvelle cible touristique en tant que consommateur, mais aussi en tant que porte-parole de la région. Donc l'idée de Sophie Ollier-Domas, qui n'est pas là aujourd'hui et que je représente aussi, c'était d'accroître la connaissance de la région de la part des habitants, mais aussi des institutionnels et des professionnels. Il fallait un outil qui s'adapte à tout ça. Pour détailler un petit peu l'objectif de Sophie qui est résumé ici, l'idée c'était en effet accroître cette connaissance pour en renforcer la capacité de récit, donc de tous les acteurs de la région, qu'ils soient pros ou habitants,
là j'en ai parlé tout à l'heure pour le microlearning, le sentiment d'appartenance et la fierté de ses habitants, l'impression de faire partie d'une grande région commune, et puis évidemment en tant que aussi consommateurs touristiques, les inspirer dans leurs visites et dans leur propre séjour intra-région, en faire des prescripteurs et en faire des ambassadeurs, puisque à l'époque de Airbnb et de tous les nouveaux acteurs du tourisme, les habitants sont aussi des acteurs de l'accueil. Alors, je vais vous faire plonger dans la plateforme dans quelques minutes, mais là, je voulais vous expliquer pourquoi on en est venu à cette solution et pourquoi on l'a prise en charge, nous. Donc, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce que voulait Sophie et son équipe, c'était des capsules courtes qui puissent s'intégrer dans le quotidien des habitants pour qu'ils puissent la parcourir avec plaisir. Faire que, forcément, on crée une plateforme différente d'un site web. Et donc, on crée une expérience différente et aussi, elle a des retombées différentes vu qu'elle crée l'engagement, on collecte des datas, les gens s'inscrivent. Et donc, c'est une relation très différente que celle avec un visiteur classique d'un site web classique. Et puis, pourquoi on avait choisi le microlearning, c'est aussi puisque les MOOC n'ont pas fait leurs preuves en termes de pédagogie. Vous l'avez certainement tous vu dans la presse, il y a beaucoup d'articles à ce sujet. Et donc l'idée, c'est de justement proposer une pédagogie un peu innovante qui puisse s'intégrer davantage dans le quotidien de ceux qui la suivent. Pourquoi nous, on a pris en charge la mission? Alors j'aurais préféré que ce soit elle qui vous le dise, ça aurait fait plus modeste, mais nous, on était une newsletter depuis 2013 et c'est dans ce cadre qu'on a travaillé ensemble la première fois, notamment avec Yann qui est dans la salle ici, autour des églises romanes. On a su faire dans notre newsletter depuis 5 ans des contenus très accessibles au public, très storytelling, très courts, très ludiques et donc qui rassemble une communauté qui est toujours très enthousiaste à l'idée de recevoir ces newsletters-là, qu'on a appris à animer aussi et à fidéliser, et puis sur lesquels on a travaillé avec beaucoup de destinations, ce qui nous a finalement rendu assez spécialistes du marketing de destination, avec Le Havre, avec le voyage à Nantes, avec les régions Champagne-Ardenne et Nouvelle-Aquitaine, avec Isère Tourisme, etc. Et puis, enfin, puisqu'on avait l'avantage de rassembler toutes les compétences dans les mêmes mains, dans les nôtres, c'est-à-dire celle des contenus, celle que je viens de vous dire, celle du storytelling, des snack contents, donc les petits formats courts qui s'insèrent dans les micro-moments, et puis celle de l'outil, puisque cette plateforme de micro-learning, on l'a construite intégralement en interne, et puis avec une pédagogie fondée sur le plaisir, mais vous allez le découvrir tout de suite. Et puis être des spécialistes de la diffusion, accompagner la région et le CRT après dans la promotion de cette plateforme, dans le fait que des gens s'y inscrivent et s'y engagent et y retournent. C'était ça les trois avantages de notre proposition. Alors avant de vous décrire la plateforme, je tenais vraiment à vous montrer cette slide puisque évidemment on peut prendre tout en charge nous, mais on ne peut pas se passer des experts du territoire, évidemment c'est eux qui connaissent les histoires, c'est eux qui nous racontent les anecdotes et c'est toujours en se déplaçant dans le territoire et en rencontrant ces acteurs qu'on peut en tirer le meilleur. Donc nous, c'est pour ça qu'on parle de co-création, c'est vraiment là-dessus, c'est une collaboration pendant plusieurs mois pour créer des contenus les plus attractifs possibles avec les acteurs du territoire. Alors maintenant, pour la première fois, je dévoile ce parcours puisqu'il n'est pas encore lancé, je vous le précise. Il sera lancé en novembre par la présidente de région, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, c'est les premières images qu'on envoie aujourd'hui, vous avez la primeur. Donc quand on arrive sur la plateforme de microlearning qu'on a créée sur les 100 merveilles de la Bourgogne-Franche-Comté, on est accueilli donc avec les premières leçons et on s'y inscrit et on choisit les heures et les jours où on est disponible. Donc l'idée c'est qu'on va revenir chercher les apprenants et les utilisateurs à l'heure et au jour où ils nous ont dit être disponibles. Donc vous pouvez cocher un seul jour dans la semaine, vous pouvez cocher les 7
Et vous pouvez cocher matin, midi ou soir. L'idée, c'est vraiment de s'insérer dans un quotidien où ils pourront faire leurs leçons de façon très agile. Et si vous êtes dans les transports tous les jours à 8 heures, l'idée, c'est que le mail vous arrive à 8 heures pour vous appeler sur la plateforme. Pardon, excusez-moi, je me trompe de bouton. Voici le dashboard sur lequel vous arrivez sur les différentes leçons. Et puis là, je le détaille. On va rentrer dans chacune de ces capsules, mais ce qui est important de savoir, c'est en effet, ces 100 merveilles, on les découvre sur plusieurs épisodes. Là, on en a 16 épisodes sur la gastronomie, le vin, le sel, l'architecture romane, enfin tout ce qui fait les temps forts de la région. Et on va les découvrir en quelques minutes chacun. Voilà, je vais rentrer dans chacune de ces leçons. Là, vous plongez dans le parcours version mobile, c'est pour vous montrer qu'il est totalement responsive et que voilà, quand on vous accueille sur mobile, ça donne ça. Vous pouvez absolument faire toute la formation sur mobile. C'est aussi ça l'objectif du micro-learning, pouvoir être suivi sur nos outils qu'on a dans la poche toute la journée et donc s'adapter à ces micro-moments. Donc on commence la leçon, quand vous êtes inscrit en inscrivant les heures et les jours où vous êtes disponible, on va donc collecter votre mail ou un autre canal sur lequel vous pouvez être joint, sur Messenger ou autre, et là on va vous envoyer une histoire. Donc nous, renvoyer des histoires, c'est ce qu'on fait depuis 5 ans dans la newsletter, on sait très bien le faire, et on va raconter une histoire forte de Bourgogne-Franche-Comté à chaque épisode. Donc là vous avez une histoire par exemple sur la Grande Vadrouille qui a été tournée dans les hospices de Beaune. Derrière, voilà, vous avez un incendie qui a fait qu'une rivière a été inondée d'absinthe et a fait la joie des habitants qui étaient proches de la rivière, qui se sont mis à boire littéralement la rivière pour en consommer l'alcool. Mais en tout cas, voilà, c'est une histoire un peu forte qui va donner envie d'en savoir plus et qui va vous amener sur la plateforme. À la fin de la mise en bouche, vous avez un bouton qui s'appelle « Découvrir les notions ». Et là, vous allez entrer sur la plateforme et vous allez découvrir 4 à 5 notions par épisode. Voilà, ça c'est votre leçon du jour, qui vont mettre en avant une merveille, une spécificité régionale, un lieu particulièrement incontournable, une tradition qui concerne la région. C'est très court, c'est du micro-learning, donc encore une fois, c'est 50 à 80 mots. Et évidemment, ça profite du multimédia, puisque on est sur une plateforme multimédia, il faut en profiter. Il y a des illustrations, il y a des vidéos, il y a des images, il y a du son. Donc là, vous avez par exemple, pour prendre 2 notions très différentes, le lion de Belfort et puis la recette du kir à côté. Et puis j'en ai sélectionné quelques autres. Donc des grandes personnalités de Besançon comme Victor Hugo, la Bourgogne-Franche-Comté star du design, ou encore ce qu'on appelle les climats en Bourgogne-Franche-Comté qui a été reconnu par l'UNESCO. Voilà, des versus, vous voyez des versus, là on fait une battle entre l'abbaye de Cluny et l'abbaye de Cîteaux pour surtout mettre en exergue leurs différences et comprendre en quoi elles sont intéressantes. Et puis au milieu, vous avez les façons de parcourir la Bourgogne-Franche-Comté en vélo, à cheval, à pied. Voilà. Les notions, ces notions-là que vous venez de découvrir, la particularité, c'est que l'utilisateur est actif. Il va venir les liker. Et quand il les a likés, ils vont se ranger dans un carnet personnalisé qu'il pourra reconsulter autant de fois qu'il veut, pour soit se les remettre en tête, soit s'inspirer pour sa prochaine visite dans la région. Et à chaque fois, donc chaque utilisateur a son carnet personnalisé et ça personnalise également les quiz. Ce que vous avez dit vouloir apprendre ou retenir, on va vous interroger dessus. Ce qui ne vous intéresse pas et ce que vous n'avez pas liké, on ne vous interrogera pas dessus. Les quiz seront adaptés à chacun. Donc c'est ce qu'on appelle l'adaptive learning. C'est très à la mode en ce moment. Ça fait partie de l'adaptive learning. Là, vous avez 2 exemples de là où j'ai mal répondu et bien répondu. Il y a toutes sortes d'objets multimédia aussi dans les quiz, je le précise. Tout ça va être rassemblé dans une carte des connaissances
ce qu'on appelle une carte des connaissances. Donc, c'est toutes les notions que vous allez parcourir dans le micro-learning. Vous allez pouvoir les reparcourir, mais quand elles seront rangées par thématique. Voilà, tous les points de vocabulaire, toutes les grandes figures de la région, tous les savoir-faire de la région, les battles que je vous ai montrés, donc les versus, une frise chronologique, des grandes dates de la région. Voilà. Donc, en gros, vous aurez 2h30 d'apprentissage au moins, pour les plus rapides. Pour ceux qui veulent un peu plus prendre leur temps, la carte des connaissances, on peut la parcourir des heures et des heures. Mais au minimum, il y a 2h30 de formation dedans. Pour vous donner un petit peu plus précisément les étapes de la co-création ensemble, donc, je vous ai parlé des experts du territoire qui ont été désignés par le CRT Bourgogne-Franche-Comté. Ils ont aussi désigné un comité de validation qui rassemblait du personnel de la Bourgogne-Franche-Comté et des élus. Et puis, une personne référente du sujet qui s'appelle Julie Anne et qui nous a été qui a été extrêmement précieuse dans la réalisation du projet. Et de l'autre côté, nous, on met quelqu'un aussi qui gère tout le projet de A à Z. Donc, comme ça, c'est deux personnes qui se parlent en one-to-one et c'est beaucoup plus efficace que d'avoir des dizaines d'interlocuteurs. Ensuite, on a proposé un plan. On a sélectionné, là, ça a été un moment très, très incontournable. Il fallait être sûr qu'on était dans un équilibre entre la Bourgogne et la Franche-Comté, qu'on évoquait suffisamment ce qui les rassemble et qu'on était assez ludique dans tout ce qu'on évoquait, en 2018 en tout cas. Et à chaque fois, je vous ai mis que la région valide chacune des étapes. Donc cette étape de plan, elle a été validée par le CRT et le comité de validation. Ensuite, une fois qu'ils ont validé le plan, on a écrit ces notions. Ils ont de nouveau validé l'écrit. Une fois qu'ils ont validé l'écrit, on a illustré chaque notion. Et puis on a pu piocher aussi dans leurs ressources, qui sont nombreuses. Ils ont validé le parcours illustré. Ensuite, le mois dernier, on était sur la personnalisation de la plateforme, tous les messages que la région et le CRT voulaient faire passer aux futurs utilisateurs, les visuels et les logos. Ils valident de nouveau cette version de la plateforme que vous venez de voir. Et puis là, en ce moment, on est sur la co-création d'un plan de com ensemble et sur des bêta-tests de la plateforme par différents utilisateurs pour avoir des retours d'expérience et pouvoir l'affiner s'il y a des sujets d'incompréhension ou de mauvaise gestion du temps ou de la plateforme. Voilà. Ensuite, on va être sur un lancement qui sera donc le 27 novembre par la présidente de région Marie-Guide Dufay aux rencontres régionales qualité tourisme à Dijon. Comme je vous le disais, on travaille sur un plan de com co-créé puisque notre avantage aussi chez Artips, c'est d'être un média. Donc évidemment, on va aussi pousser le parcours dans notre média au niveau national et au niveau régional, en géolocalisé. Et puis, en parallèle, la région et le CRT ont prévu des spots télé régionaux, de l'affichage, des emailing auprès des pros, auprès des habitants. Un courrier de la région et évidemment des relations presse. Et puis, quelques campagnes auprès de communautés ciblées, qui sont évidemment des compétences de la région, les lycées et les TER. Alors, Jean-Baptiste m'avait demandé quels étaient les défis qu'on avait eu à relever. Donc là, j'en ai relevé quelques-uns. Il y en avait d'autres, mais j'ai préféré faire une synthèse, justement. C'était ça le principal défi. C'était être synthétique et ne pas être exhaustif, puisque les outils, généralement, touristiques visent à l'exhaustivité. Là, on a pris un parti pris, justement, qui était ne pas être exhaustif et se concentrer sur ce qui rassemble la région, les grandes thématiques qui vont pouvoir séduire les habitants et les rendre fiers d'être bourguignons franc-comtois. Et puis, évidemment, viser à l'équité entre les notions franc-comtoises et bourguignonnes, mais je vous en ai déjà parlé, et puis faire la pédagogie du projet auprès de tous les acteurs qui nous accompagnaient. Et ensuite, après le lancement, c'est surtout que là que l'aventure commence en réalité. Et là, je vous ai fait une première frise chronologique. Il y aura un reporting trimestriel de tous ceux qui se sont inscrits et puis de tout ce qu'ils y font sur la plateforme.
On fera des campagnes régulières de communication et évidemment on accompagnerait le CRT à l'acquisition de nouveaux apprenants, vu que c'est aussi une de nos spécialités, sachant que voilà, on fait des campagnes de com pour pousser le parcours, mais le parcours peut aussi servir à faire des campagnes de com grâce à tous les contenus qu'elle contient, vu que tous ces contenus appartiennent au CRT Bourgogne-Franche-Comté et à la région. On a prévu un cru chaque année, donc un forfait annuel de mise à jour. Ça, c'est hyper important, puisque on a été obligé d'être synthétique, comme je vous l'ai expliqué. Donc l'idée, c'est d'avoir un cru 2019, un cru 2020 et d'intégrer progressivement des sites qui ne sont pas cités dans la première version, des savoir-faire qu'on a dû mettre de côté pour être synthétique, et puis des lieux qui vont fêter leurs anniversaires bientôt, etc. Et quelques idées sur l'animation de la communauté. Voilà, on peut organiser des challenges digitaux pour dire quel est le meilleur habitant qui connaît le mieux sa région. On peut aussi faire des pushs vers des visiteurs de lieux physiques de la plateforme pour les fidéliser et leur faire découvrir d'autres lieux. Et puis nous, on est en train de mettre en place chez Artips un chat entre apprenants sur cette plateforme de micro-learning. Donc, à terme, les utilisateurs pourront se parler entre eux. Voilà. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour des retombées chiffrées un peu plus précises, puisque pour l'instant, elle n'est pas ouverte. Je vous précise juste que là, effectivement, c'était un parcours très orienté habitant, mais on réfléchit à des parcours différents envers les pros. Par exemple, en ce moment, on est en train de travailler avec les taxis G7 sur un parcours sur Paris pour que les 8000 taxis puissent pouvoir raconter Paris différemment aux gens qui transportent, par exemple, dans leur taxi, ou alors, avec Tourisme et Territoire, on est sur la création, la co-création de plateformes sur mesure également. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Amélie. Je rebondis pour une première question. Du coup, j'avais vu la présentation, mais à la revoir et à t'entendre, ça me fait penser à d'autres choses. Il y a eu dans les slides pas mal de diversification des contenus et des formats. C'est une des clés de réussite du micro-learning au-delà de ce projet-là. Même dans l'expérience que vous avez avec l'autre produit que tu as présenté tout au début sur la newsletter. Alors on a vu, il faut un format, le ton est hyper important, la taille du message, que ce soit écrit ou oral ou vidéo, est hyper important, mais avoir la diversification de ces contenus dans un même parcours, c'est une clé de réussite ou on peut faire abstraction de ça? Moi, je pense que c'est une clé de réussite, oui. On s'en sert tout le temps, sur nos parcours de culture générale aussi. C'est dommage de parler de la culture et de ne pas proposer d'écouter une chanson quand on parle d'une chanson. Là, on parle d'Edith Piaf dans le parcours. C'est dommage de ne pas écouter la chanson dont on parle. On a une illustratrice qui est dans notre équipe et qui a l'avantage de faire des dessins très mignons et de pouvoir aussi améliorer la connaissance grâce à ces dessins. Donc on en profite. Et puis la région et le CRT ont une foule de ressources. Moi je pense que c'est les deux qui sont gages de réussite, c'est-à-dire à la fois les objets multimédia et pouvoir profiter du multimédia pour pousser la ressource qui va bien, mais l'éditorialiser aussi. En fait, c'est pas balancer des vidéos, des dessins, des visuels comme ça. L'idée, c'est de les lier entre eux et c'est l'histoire qu'ils vont raconter ensemble et l'éditorialisation qu'on va en faire. C'était aussi ça l'objectif de Sophie. Elle disait qu'elle avait beaucoup de contenu, beaucoup de contenants, mais peu d'éditorialisation et que c'était ça qu'elle voulait faire avec ce parcours. Est-ce que le territoire a pensé une seconde écrire eux-mêmes? Parce que là... c'est souvent... Je me retourne vers Yann, mais je ne crois pas. En fait, nous, on a un outil auteur où dont les territoires peuvent se saisir pour écrire leur propre formation. Même pour les mises à jour, je l'avais proposé à Sophie et elle m'a dit que pour les mises à jour, elle préférait que ce soit nous qui écrivions pour que ce soit plus harmonisé avec le reste du micro-learning. Et puis, je pense que oui, c'est une de nos spécialités, quoi, savoir écrire de façon courte. C'est pas si facile, en fait. Finalement, faire des tout petits contenus très denses, c'est pas si facile. Donc, je pense que oui, on peut proposer cette spécialité. Donc, je suis pas sûre que ce soit un avantage de passer, mais on le propose. Ok.
On rebondit sur des questions par rapport à... On a vu des contenus, on a vu des formats, on n'a pas parlé de coûts. Je n'apporte pas la question tant qu'on ne vous la pose pas, on verra qui prendra la parole sur ça. On a vu 2 contextes différents. Est-ce qu'on a dans la salle, parmi les participants, des projets qui sont en cours, des contextes encore différents où vous posez des questions par rapport à ce qu'on a vu? On a commencé à aborder aussi l'animation. Moi, sur les 2 dispositifs, je me pose toujours la question, c'est quoi, on le verra juste après, mais c'est quoi la DLC de tout ça, quoi? Ça dure 6 mois, ça dure 1 an, ça dure 2 ans. Allez, c'est parti. Bon, t'as pas le droit de poser la question sur le coût, hein. On attendra la 2e question. Ça sera une question, mais après. Donc Chantal, Office de tourisme Vallée de la Dordogne. Donc en plein dans un travail donc, sur la marque. C'est un territoire de 143 communes. Hein. Territoire de 143 communes, 2 départements, donc 2 régions. Enfin bon, la complexité de ce que ça peut représenter. Mais en tout cas, une marque Vallée de la Dordogne qu'on est en train donc, de travailler. Et donc avec un cabinet. Et aujourd'hui, moi, c'est le déploiement qui me gêne. Enfin, c'est la question que je peux vous poser aujourd'hui. C'est, vous me dites, vous êtes habitué à envoyer des newsletters. Le taux d'ouverture de newsletter est quand même faible. Le taux d'ouverture de 60% dans l'univers du mail, c'est extrêmement haut. C'est extrêmement haut. Bon, ouais. 60%, ouais. C'est énorme. Bon, ensuite, c'est juste, vous avez juste là touché sur ce projet-là, vous touchez la population. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous adresser à la population comme vous vous adressez aux professionnels, comme vous vous adressez aux équipes des offices de tourisme? Parce que, bon, nous, il y a 30 permanents à l'office de tourisme. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir un même discours. Ce même discours, il va falloir le discours, le faire, c'est une chose, le déployer, c'en est une autre. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ce qu'on doit utiliser, l'outil que l'on doit utiliser pour le déploiement d'une marque, pour avoir un discours commun à tous les niveaux, population, équipe d'office de tourisme, socio-pro. Je vous mentirais si je vous disais que je ne pense pas que c'est le bon outil. Là, en l'occurrence, on est vraiment sur un outil qui va servir à tout le monde. Pour les pros, ce sera savoir raconter les histoires de l'autre région qu'ils ne connaissent pas forcément aussi bien que leurs histoires à eux, donc les Bourguignons pour les Franc-Comtois et inversement. Pour les habitants, je les décris pas mal. Mais à mon avis, il y a un socle commun très facile. Et puis, il peut y avoir certaines spécificités pour les pros plus approfondies sur l'offre, la façon dont on la propose, etc. Et pour les habitants, rester dans le contenu très grand public que je viens de montrer, par exemple. Mais le socle commun, il existe. Les histoires sont les mêmes et l'idée de se saisir des récits. Alors, et après, le déploiement, c'est ça. Allez-y, je vous en prie. Vous vouliez préciser. La question pour ceux qui n'entendent pas, c'est est-ce que le premier contact est fait par la newsletter? Non, le premier contact, vous avez vu, il va se faire par les multiples canaux du plan de com qu'on a imaginé. Donc vous n'êtes pas du tout forcé d'être abonné à la newsletter Artips pour pouvoir parcourir le micro-learning. Vous êtes un lycéen, vous allez l'avoir au lycée, votre prof va vous donner l'URL. Dans le TER, vous allez avoir des affiches et vous allez pouvoir vous y connecter sur le mobile directement dans le TER. Dans le... Il y a ce travail, on revient à ce travail d'animation ou du territoire qui va sensibiliser les lycées, qui va sensibiliser pour les professionnels, qui va sensibiliser peut-être les filières demain, qui va peut-être co-construire avec les filières, enfin toute cette mécanique. Mais c'est pour ça que j'insiste que c'est une co-création, c'est-à-dire que ça, nous, on ne maîtrise pas tous les degrés du déploiement, c'est la région et le CRT qui maîtrise tout ça et qui a sélectionné les fichiers qui pourraient être destinataires de cette information, qui va faire passer l'info dans la presse régionale.
voilà, non, on vient d'ouvrir un parcours de micro-learning avec la fête de la science. C'est exactement la même chose. On va en parler dans Science Tips, dans notre newsletter Science, mais les actions derrière, il y a des dizaines d'actions qui vont inciter sur les réseaux sociaux, dans les affiches, dans les villages de science en présentiel, qui vont inciter à aller sur le parcours. C'est exactement la même chose. C'est comme n'importe quelle action, en fait. Il faut multiplier les canaux de diffusion, parce que sinon, un canal unique ne fonctionne pas. Jean-Patrick, tu voulais compléter ? Oui, juste un tout petit complément, parce que vous imaginez que ce genre de questions qu'on s'est nous aussi également posées, il y a quelque chose de très important qui a été dit, et ça on l'a en commun je crois dans toutes nos destinations, c'est qu'on dispose tous et de contenu et de contenants, en quantité pléthorique. Et en réalité, en Bourgogne-Franche-Comté, là où c'est inséré Artips, au-delà de la mécanique, au-delà de votre média, au-delà de tout un tas de choses, c'est sur la partie éditorialisation. Et avec le recul un petit peu des projets de professionnalisation que j'ai de mon travail à la Fédé, comment demander en fait à des professionnels du tourisme de restituer des éléments de langage qui soient des éléments de langage à destination de clientèle essentiellement loisirs, donc dans un contexte qui n'est pas du tout un contexte professionnel, si eux, le message auquel ils sont confrontés est un message froid, pas extrêmement vivant, très exhaustif. Alors certes, sur une première approche qui pourrait être présentée comme plus professionnelle, et donc on prend en compte voilà, ce professionnalisme et on leur donne des contenus qui soient à ce niveau-là. Et à la fois derrière on leur demande de eux-mêmes faire le travail que nous on n'a pas été capable de faire, d'où l'intervention de boîtes comme Artips, c'est-à-dire de faire l'éditorialisation ensuite quand eux-mêmes vont devoir être prescripteurs ou vendeurs de cette offre. Et je pense qu'avoir une éditorialisation commune pour l'ensemble du public, c'est certainement la bonne voie. Après, oui, certainement qu'il y a une réflexion à mener sur quel contenu auprès de quel public. Ce que je vous ai présenté, vous imaginez bien qu'on ne va pas pouvoir déployer exactement les mêmes contenus quand il s'agira de passer au deuxième cercle. Mais en revanche, oui, il faudrait qu'on arrive à garder le même socle d'éditorialisation. On espère aussi le même partenaire pour assurer une fluidité, une continuité, puis aussi asseoir une confiance, asseoir une manière de travailler. Mais quand on s'est posé la question, la réponse est apparue assez... bon, c'est vrai qu'on avait une expérience aussi du fait de cette formation massive qu'on avait menée pendant 3 ans. Mais oui, c'est presque tombé sous le sens de proposer vraiment les mêmes contenus sur le même format, avec quelque chose de tout à fait ludique, aussi bien pour les professionnels que pour les habitants, les touristes, les ambassadeurs. En fait, le micro-learning, c'est un travail vraiment sur les formats aussi. Hein. Et donc, en travaillant là-dessus, on peut, avec un même format, atteindre des objectifs qui soient complètement différents. Il faut garder une ligne conductrice, c'est la meilleure manière aussi de fédérer autour de quelque chose. Les éléments de langage sont les mêmes et l'approche est la même et l'imaginaire qu'on développe derrière ces choses qui sont plutôt d'un ressort de matière professionnelle, mais du coup on pourra les restituer nous tous de la même manière. Oui. Je refais mon exercice de fin de journée. Il y a les foulées numériques qui démarrent à 18h30 pour ceux qui veulent faire un footing à la fin. Charlotte Genet, Entre-deux-Mers Tourisme. Moi, j'ai plutôt une question pour JB. Par rapport au contexte Nouvelle-Aquitaine, par rapport aux programmes locaux de professionnalisation des acteurs privés, par rapport aux différentes démarches qui sont portées par des territoires de projet sur la thématique tourisme et habitants, et par rapport, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai pas le sentiment que le CRT Nouvelle-Aquitaine soit dans cette volonté et que ce soit une priorité aujourd'hui pour elle, et qu'il n'y ait pas d'autres acteurs au niveau de la région, qu'il n'y ait pas d'autres acteurs au niveau de la région de Nouvelle-Aquitaine qui s'intéressent à ces problématiques, et du fait que tu as pris 2 exemples sur une échelle régionale. Ça fait beaucoup d'éléments de contexte. Ouais, j'arrive à la question. Est-ce que tu penses que ce sont des sujets qui peuvent être portés par des territoires ? Alors, ok, sous réserve peut-être d'une marque, etc. Mais bon, après, même si tu n'as pas de marque,
tu peux avoir des éléments quand même à partager avec des habitants ou avec des pros. Après, il y a la question effectivement du coût qui rentre en compte. Et est-ce que potentiellement, ça ne peut pas être mutualisé en termes d'outils et que derrière, les territoires puissent s'approprier un outil pour ensuite le déployer sur leur propre territoire avec une mutualisation de moyens, même si derrière, après, chacun adapte et enfin, voilà, après à envisager. Mais aujourd'hui, comment en Nouvelle-Aquitaine, on peut se poser cette question-là et par qui? Je pourrais te faire une question courte, mais sans en avoir parlé avec toi avant, on se retrouve à une très belle transition de ce que je vais vous présenter pendant 5 minutes. Mais je vais te la faire courte avant de montrer. En fait, la logique qu'on a par les années qu'on a sur la professionnalisation, sur ce qu'évoquait Jean-Patrick, où on fait le même boulot mais sur 2 régions différentes, on sait qu'il y a des difficultés de mobilisation. On sait qu'il y a des difficultés d'investissement dans les coûts. On sait qu'il y a des difficultés d'éditorialisation des contenus. On sait par contre qu'on peut mettre un moment autour de la table tous ces gens-là pour créer le bon contenu, le diffuser selon les objectifs stratégiques de développement des territoires. Soit je suis en train de bosser sur mon animation de réseau des prestataires, soit je suis en train de bosser sur la montée en compétences de mes professionnels, de mes salariés d'office de tourisme, soit je suis en train de bosser dans une stratégie d'intégration et de fidélisation de mes saisonniers, soit je suis en train de bosser avec mes habitants. Mais il s'avère qu'au début, à chaque fois, on réfléchit avec quel outil je vais leur pousser. Au lieu de réfléchir à savoir comment je vais animer ça sur le long terme, avec quel contenu, et est-ce que ce contenu peut être réfléchi pour de la multidiffusion. Et la réflexion qu'on a, et là je pars sur la version un peu plus longue de ma réponse, c'est une logique qu'on est en train de réfléchir à la Mona depuis un certain temps. Là, sur ces derniers mois, on a accéléré un petit peu. C'est comment, en fait, sur tout ce qui peut être mis en place depuis un certain temps, sur le e-learning, sur les MOOC, sur le blended learning qui associe le présentiel et le à distance, on sait que sur le long terme, le à distance à 100% ne fonctionne pas. C'est parce qu'il va y avoir une certaine, je disais tout à l'heure, une DLC, il y a un épuisement en fait dans ça, parce qu'on ne va pas renouveler forcément les contenus, parce que ça coûte une blinde à faire. La question n'est pas anodine sur la question qui c'est qui écrit, parce que derrière, c'est des gens experts qui écrivent, et évidemment, ça coûte un petit peu d'argent, quoi. Donc, sur le virage e-learning, tel qu'on est en train de le réfléchir, c'est comment on arrive à garder l'équilibre entre la dématérialisation des contenus, et des contenus pédagogiques, mais pas que pédagogiques, le présentiel et l'animation de tout ça sur le long terme. Et le travail que vous menez en Entre-nos-Mers sur les habitants, c'est exactement ça. Je peux faire une carte d'hôte des habitants, je peux les mettre autour d'une salle pour repenser la carte touristique du territoire, mais qu'est-ce qui en reste un an après, en fait ? Comment on arrive à pérenniser tout ça? La question de Chantal, quand je commence à avoir 143 communes, 1500 prestataires, comment je recrée de la proximité sur nos territoires qui ont fusionné et où j'ai plus forcément la même présence en tant qu'animateur de réseau qu'avant. Le deuxième élément qui a structuré un peu la réflexion, c'est, alors on a écrit ça sous la terminologie Fabric et Learning, mais ça fait 3-4 ans qu'on teste des web-séminaires, ça fait 3-4 ans qu'on teste des blended learning. On a testé, on avait eu l'occasion de le présenter il y a 3 ans, je crois, une opération qu'on avait fait avec Good Morning Saisonnier. Comment les saisonniers d'un territoire recevaient 3-4 messages pendant les 8 semaines qui sont présents en juillet-août sur une destination pour avoir des notions d'accueil, des notions de connaissance du territoire et connaître l'événement de la semaine. Et comment ils recevaient ça sur smartphone, etc. Et puis donc là on avait dématérialisé, il y avait l'animation locale, et puis à un moment ça s'arrête parce que c'est la fin de la saison, ou parce qu'on passe à autre chose et on n'arrive pas à pérenniser les choses. La logique du coup qu'on a, c'est de réfléchir le e-learning non pas comme quel est l'outil le plus adapté à la fin, un MOOC, une plateforme avec des structures performantes, mais comment c'est un dispositif d'animation des prestataires, d'animation pour l'office de tourisme, pour ses prestataires, ou ses habitants, ou ses salariés, etc. Et que du coup, il y a cette partie-là qui est fixe, et après, l'outil, c'est pas qu'on s'en fiche, mais aujourd'hui, on trouvera forcément une solution technique pour le diffuser de la meilleure des façons. Newsletter ou autre format. En tout cas, on est, avec la connaissance des territoires, dans ce que j'abordais très rapidement en introduction, mais on est dans ce que tout le monde cherche aujourd'hui. Comment il n'y a que des accueillants sur le territoire, ok, que je sois du Airbnb, du professionnel hôtelier ou
l'employé municipal qui est le premier contact avec le voyageur qui cherche le dernier 50 mètres pour arriver à son hôtel, on est tous des accueillants. Donc cette connaissance des territoires, elle est hyper importante. On veut tous les engager, on veut tous, tout ce qui est galvaudé, là, ambassadeur, expérience, etc. On veut tout ça. Donc ça, il n'y a pas de problématique. Mais par contre, la problématique, c'est quand on commence à réfléchir à l'outil, on va directement avoir un problème de quel périmètre. L'outil Bourgogne-Franche-Comté, il est cool. Par contre, tous les hébergeurs qui sont à la frontière avec la région d'à côté, lui, il veut Bourgogne-Franche-Comté, plus les 50 km qu'il y a dans la région à côté. Donc le périmètre, encore une fois, de l'outil qui est défini et poussé par une institution, et c'est bien normal parce qu'il faut à un moment que ce soit financé, chaque accueillant va avoir sa propre perception de son territoire d'accueil et de la connaissance du territoire qui est le sien. On a confronté après ça, cet été, avec une étude très simple, un questionnaire très simple, envoyé à nos offices de tourisme pour voir est-ce qu'un outil d'aider à la connaissance du territoire répondrait à un vrai besoin. Donc oui, pour les salariés permanents, c'est un vrai besoin, pour les saisonniers, c'est un vrai besoin, pour les prestataires, on arrive à presque à 90%, pour les habitants. Et pour autres, il s'avère que les 30% des hôtes, c'était les élus. À chaque fois, dans la petite case, si autres, ce serait qui? Et à chaque fois, ce serait pour les décideurs et les élus. Il s'avère qu'il y a des très bonnes expériences. Là, parce qu'on est au rencontre d'e-tourisme, on a montré 2 exemples qui sont en lien avec le e-learning, même si c'est du micro-learning. Cet été, à Seignos, je vous invite de rechercher dans Google les incollables de l'Office de tourisme de Seignos. Tout le monde connaît les incollables qu'on avait à la cour de récré et qui existaient. Mais eux, ils ont co-construit ça localement. Ils ont diffusé ça chez les hébergeurs, non pas pour les voyageurs, mais pour les prestataires, pour les saisonniers, pour qu'ils aient les 10, 15, 20, 30 questions auxquelles il faut savoir répondre en 2-3 temps de 3 mouvements. Et on est aussi sur du micro-learning, parce qu'on est sur du micro-contenu à des micro-moments. Et du coup, on est sur quelque chose qui est assez efficace. Et puis quand même, on s'est posé la question, ok, mais ça, c'est le besoin exprimé par nous, les organismes de gestion des destinations. Donc nous, on veut pousser au développement du territoire, on est sûr qu'il y a un besoin sur ça. Mais quand on rentre après sur quels sont les besoins de ces cibles-là, et la réalité de l'appropriation qu'ils auraient dessus, ben les salariés permanents et... pour en voir quelques-uns en formation, en accompagnement, waouh, encore un truc sur l'accueil, quoi. Ça fait 20 ans que je suis là, ça fait 15 ans que je suis là, je vis ici, donc j'en ai pas forcément besoin. Sur les saisonniers, le côté, je suis là un mois, selon que la destination est plutôt un lieu de fête, j'ai plutôt plus ou moins envie de m'investir, je suis là pour la bringue, ou est-ce que quelque chose sur la connaissance du territoire va m'intéresser? D'où le gros intérêt, la grosse importance selon les cibles. Et moi, c'est ce que je retiens, le format, le rythme, le support de diffusion. Est-ce qu'une newsletter, sachant que c'était un autre produit, hein, mais une newsletter pour des saisonniers en pleine saison sur la côte atlantique, ce serait ouvert autant? Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que du push sur une application qu'ils ont déjà tous dans leur smartphone, ça marche mieux? Ça aussi, on ne sait pas. Sur les prestataires, c'est OK, pas de souci. On peut l'intégrer au processus d'intégration de mes salariés, mais il ne faut pas que ça prenne de temps, il faut que ça coûte 0. Donc du coup, le modèle économique, il peut vite en prendre un coup quand j'ai envie de travailler avec ces gens-là. Et sur les habitants, là aussi, quand on pense à la segmentation, et entre celui qui vient d'arriver, qui tape à la porte d'un office de tourisme ou d'une mairie, je viens d'arriver, qu'est-ce qu'il y a à faire autour, le nouveau arrivant, ou celui qui est là et qui est un des premiers contributeurs, ambassadeurs, qui va venir me donner les petites pépites du coin, mais là aussi, il y a quand même un panel de solutions qui est assez important. Du coup, face à ça, on a micro-learning plus connaissance du territoire, il y a un certain nombre de questionnements qui sont ressortis. Questionnement notamment, pour moi, dès qu'on parle de l'outil, le questionnement, il est le pourquoi cet outil en fait. Derrière, quel va être le modèle? Il va être pour faire la promotion. Les 100 merveilles à la fin, c'est pour que les gens connaissent bien leur territoire ou c'est pour faire la promotion autrement du territoire? Est-ce qu'à la fin, le modèle, il vit parce qu'on fait des crues chaque année ou parce qu'à la fin, je vais rajouter quelques offres à vendre, à commercialiser? Et c'est ça mon outil, à la fin, est un outil de micro-learning pour faire la promotion et pour à la fin faire la commercialisation sur le territoire.
et la question de la territorialité que j'évoquais tout à l'heure. Là, nous, on en est sur cette réflexion-là, en poussant au maximum de ce qu'on peut faire. Hein. Je suis sûr qu'il y a d'autres voies de réflexion. C'est de se dire, oui, à la fin, on va forcément arriver à un outil de microlearning, mais concrètement, il fonctionne comment sur le long terme et il sert à quoi? Si, sur la logique qu'on est en train de voir, là, on a un événement clé, une date clé, donc il faut que les gens soient prêts pour accueillir un certain nombre d'autres personnes du business du tourisme pour mieux les accueillir, etc. On a un objectif bien déterminé. Sur l'exemple d'Amélie, c'est pareil, on est sur un territoire qui s'est fusionné, on a besoin d'avoir une fierté, de mieux s'approprier le territoire. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'il est connu, approprié, il y a forcément une fin de cycle de vie à ça. Mais par contre, tous les contenus, ils existent. Moi, ce serait la question, c'est comment est pensé après tout ce contenu qui a été co-construit? C'est réutilisé dans les différents sites des CRT, des offices de tourisme, des hébergeurs, toutes ces 100 merveilles en fait, où elles vont prendre forme ailleurs que sur une plateforme de e-learning. Est-ce que le contenu peut être retraité, rééditorialisé d'une autre manière? Est-ce que c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure rapidement? Du coup, micro-learning et connaissance des territoires, les points de blocage que nous on a vraiment, c'est ce travail qui va être sur les coûts de production, les coûts des outils qui sont créés par la suite, la DLC que j'ai évoquée aussi, et l'animation durable. Du coup, on l'a structuré un peu autrement, et c'est ce que tu évoquais, Jean-Patrick, en conclusion de la réponse de tout à l'heure, c'est qu'en fait, on n'est pas sur comment développer du micro-learning, on est, à notre sens, comment vraiment revaloriser autrement les contenus qu'on peut construire ou qu'on peut co-construire du coup avec les locaux, parce qu'on est sur la vague actuellement des contenus, des trucs, les pépites du coin, les coins préférés des gens d'ici. Enfin, ça, on ne va pas refaire l'histoire, vous voyez à peu près de quoi on parle. Mais aujourd'hui, est-ce que le micro-learning n'est juste qu'une autre façon de diffuser ça et qu'on peut capitaliser sur... En fait, ce n'est pas un outil, c'est un dispositif d'animation locale qui nous amène à créer ce genre de contenu. Et après, dans mon animation, il s'avère que l'outil micro-learning peut être un des canaux au même titre que ce contenu que j'ai créé, qui peut être pour ma newsletter, pour mes réseaux sociaux, mais éventuellement avec une autre éditorialisation sur ça. Donc aujourd'hui, on en est là hein, sur la réflexion, sur les cibles qui sont donc, si ça va sur le projet, donc on l'appelle le projet ici pour l'instant, on ne sait pas trop creuser les méninges. Du coup, les cibles sont vraiment sur une solution de B2B, et à la fin, ce seraient les habitants et les professionnels. Sachant que, c'est pas acté, mais il y a certainement une des deux cibles, notamment les habitants, où on ne trouverait pas cette même logique pédagogique ou apprentissage, qui en plus, quand on est une fédération, et là Jean-Patrick, tu vois peut-être de quoi je parle, et ça répond à ce que tu évoquais, Charlotte. La MONA, pour répondre à la question, là je vais vraiment direct pour la Nouvelle-Aquitaine, n'a pas vocation à faire de la valorisation auprès des habitants. Par contre, on est dans notre cœur de métier à aider les offices de tourisme à professionnaliser leur réseau de prestataires pour après qu'ils soient les meilleurs accueillants, ambassadeurs du territoire. Et les trois derniers éléments hein, qu'on met derrière ce projet ici et qui est dans notre ADN du coup dans notre structure de la MONA, c'est qu'en fait on est dans ces sujets-là sur l'évolution, encore une fois, des métiers dans les OGD, les offices de tourisme. On co-crée localement des contenus de qualité. Alors souvent on les fait faire, parfois on les co-crée. On les co-crée à l'occasion d'une nouvelle carte touristique, on les co-crée à l'occasion d'un nouveau site internet, et donc on les diffuse sur les canaux qu'on maîtrise déjà depuis 15 ans. Donc est-ce que là, par le micro-learning, il n'y a pas une nouvelle voie de valorisation par cet esprit pédagogique et d'animation, du coup, qui est le deuxième point sur cette évolution des métiers, qu'on s'en sert dans le gros package de l'animation des professionnels, des prestataires. L'autre évolution des métiers, c'est la valoriser autrement nos données. Alors, on sait SIT et compagnie, mais tout ce qu'on a co-construit sur des contenus des gens d'ici, etc., c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Qu'est-ce qu'on en fait au-delà des outils classiques. Le contexte de Chantal qui posait la question tout à l'heure avec Vallée de la Dordogne, c'est qu'on y met dans ce projet-là aussi une notion de proximité. Apporter ces solutions-là,
c'est réduire les distances que je peux avoir de plus en plus avec un office de tourisme ou une échelle régionale qui va vouloir bosser avec ses habitants, mais sans forcément qu'on se voit. Ce dispositif de co-construction pour après pousser des contenus amène beaucoup plus de proximité. Et le dernier bloc qu'on met, c'est sur la notion d'engagement, d'où mes questionnements, moi, sur l'animation à long terme. Si on vend l'outil à un office de tourisme, selon le prix, il va forcément s'engager, mais pour combien de temps? Si par contre c'est rentrer dans l'évolution de ce métier d'animation des professionnels des territoires, que ça répond à un enjeu politique de réduire les distances avec le terrain, c'est pas tout à fait la même approche. Et aussi l'engagement dans les contenus qu'on évoquait. Et là, le dernier point qui est plus sur l'engagement au niveau technique, de réfléchir sur des solutions avec des fournisseurs, mais plus sur des formats partenariales, plus sur des formats de partenariat, pardon, et de réfléchir à des choses qui sont duplicables, parce que le besoin qui a été évoqué, du coup je reprends ton exemple Chantal, puisque tu as posé la question, le besoin que tu as évoqué à ton niveau va être le besoin similaire qui est évoqué, mais pour une cible différente en entre-deux-mers. L'outil, le mode de diffusion est peut-être différent. Par contre, le dispositif en amont pour associer, animer, créer ces contenus qui sont après livrés à des experts qui peuvent le rééditorialiser, pour ça, en revanche, c'est le même. Et donc, pour répondre à ta question d'il y a 10 minutes, s'il y a un enjeu au niveau de nous, notre réflexion sur ce sujet, sur ça, c'est d'apporter en mode animation des offices de tourisme et professionnalisation, de savoir construire ça, mais pas seulement pour remplir un site internet ou pas seulement pour remplir une newsletter ou une carte touristique, mais dans cette logique d'avoir une nouvelle façon de professionnaliser, de prendre notre rôle de professionnalisation des prestataires et non pas seulement de leur diffuser des contenus engagés par les supports qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà, c'était le petit témoignage de où on en est dans cette réflexion par rapport au complément de ce que avait pu aborder Jean-Patrick et Amélie. Et je vous remercie. Du coup, on arrive bien poussé au terme, pardon, excusez-moi, ça a été un peu long. Est-ce qu'il y aurait une dernière remarque, question, contribution Oui. Alors là, tu me fais traverser carrément. Merci à vous trois. J'ai une question très très simple. On a vu, donc en PACA, vous êtes, si j'ai bien compris, en amont du lancement d'un projet vraiment de micro-learning. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas encore sorti. Et si je comprends bien, en Nouvelle-Aquitaine, vous vous posez plein de questions super intellectuelles. C'est en pure réflexion, voilà. Carrément. Est-ce que l'un de vous peut nous donner en quelques mots un exemple de micro-learning qui marche avec des résultats, des choses comme ça? Parce que vous avez évoqué les MOOC, tout le monde sait que les MOOC ça marche pas, mais est-ce que le micro-learning ça marche? Alors je démarre avant de donner la parole à Amélie. Y compris hors secteur tourisme, hein, comme justement. Et je vais même carrément sortir du sujet. Je vous renvoie juste à une tendance du moment qu'on appelle les vulgarisateurs. Allez voir YouTube et tapez quelques noms de chaînes, notamment une dans le tourisme, Nota Bene. Voyez la puissance de frappe quand on part d'un contenu, d'un support, d'un format et qu'on essaye à ce contenu, ce support, ce format de lui faire atteindre différents objectifs. Une communauté qui n'a absolument aucun engagement autour d'autre chose que du contenu, du format et du support. Et en fait, vous pouvez regarder ça, vous voyez des chaînes de vulgarisation aujourd'hui sur... alors là, Nota Bene, c'était sur l'histoire et du coup, lui fait énormément de partenariats avec les territoires. Mais vous en avez sur les maths, la science, la bio, des contenus qui sont a priori imbuvables, et en tout cas pas ceux vers lesquels on serait allé en première intention. Alors on n'est pas sur le micro-learning, mais la réponse est là, c'est-à-dire que la tendance est une tendance de fond, le format est un format de fond. Après, très honnêtement, nous on est parti des constats, comme vous l'avez vu, pour faire émerger quelque chose, pas d'un benchmark.
la logique qui nous a permis d'extraire le microlearning comme étant une solution et pas partie d'une étude de qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là, mais plutôt de quelles étaient les forces déjà présentes en région et dans un objectif que vous avez compris qui est assez important et court. Mais en tout cas, il y a quand même une lame de fond voilà, qui est là, assez identifiable, je crois. Amélie, en cours? Oui, en cours. Pour nous, la réponse est oui, puisque ça fait 2 ans qu'on a lancé notre plateforme de microlearning qui s'appelle Mes Antisèches, et on l'a fait au départ sur la culture générale, puisque c'est notre cœur d'activité. Là, ce que je vous expliquais, c'était un projet sur mesure, où on crée un parcours à la demande d'un client de façon sur mesure, et après, l'avantage, c'est que la Bourgogne, c'est un territoire, donc on l'ancrera aussi dans notre plateforme. Mais notre plateforme, elle existe. Elle est déployée dans plus d'une quinzaine d'entreprises et d'écoles. Aujourd'hui, il y a presque 30 000 apprenants dessus. Et en gros, il y a un taux de complétion de 60%, qui est aussi très fort. Et quand je compare à ceux des MOOC, qui sont en général entre 5 et 10%, on est très, très, très heureux. Et il y a plus de 10 000 parcours commencés sur cette plateforme. Donc ça, c'est voilà, nous les chiffres globalement ils nous parlent et bien, et aujourd'hui voilà, elle est déployée chez Médiamétrie, chez Aéroports de Paris, voilà, dans des grandes écoles comme Sciences Po, mais aussi dans des universités, voilà. Et donc ces parcours sur étagère, ils sont disponibles chez nous, et c'est comme ça qu'on a commencé à les répliquer avec des territoires ou avec des sujets corporate à la demande de certains clients. Mais oui, nous, on a une plateforme qui marche depuis 2 ans. Je peux être assez ferme dans la réponse. Et moi, je vais te faire la réponse. Dans le tourisme, en ayant préparé cet atelier, non. Sur le long terme, est-ce que c'est parce qu'on a un problème de mobilisation ? Est-ce qu'on a un problème de personnes captives à vouloir apprendre sur ces sujets-là? Parce qu'on a dit les maths, la bio, la culture générale pour de l'entreprise, donc on est sur du corporate. Aujourd'hui, ça pose question de est-ce que sur notre réseau, on a réussi en fait à amener nos professionnels à se mobiliser autour de projets comme ça? A priori, pas forcément. Voire parfois nos propres équipes. Est-ce qu'ils y trouvent du sens? Donc voilà, sur le panel des trois réponses sur cette question. Vu le timing, on ne prendra pas d'autres questions. Merci beaucoup d'avoir tenu jusque-là avec un peu de temps de retard. Merci beaucoup à vous deux d'être venus témoigner pour ce deuxième atelier. On vous donne rendez-vous ce soir à une soirée de gala, et demain c'est à 9h ici même. Bonne soirée à tous et merci.